On est déjà rendu au 19e épisode de cette série. Aujourd'hui, je vais aller récupérer un airdrop que j'ai complètement oublié depuis un bon petit moment, celui de Kria. Je vais retirer mes liquidités sur Aptos, ça va être le gros truc que je vais faire dans la vidéo. Pour l'instant, je vous dis pas où est-ce que je vais mettre mes liquidités, ça on le verra, ce sera la petite surprise. J'irai aussi retirer, enfin lancer la procédure de retrait de mes LBTC sur le Vault de Lombard, donc sur le Vault de base. J'ai la moitié de mes LBTC sur ce Vault et l'autre moitié sur le Vault de Berachain. Je vais récupérer mes liquidités et j'essaierai d'en faire autre chose quand je pourrai tout récupérer. Pour ce Vault là, ça va prendre quelques jours et pour le Vault sur Berachain, c'est d'ici une petite semaine qu'on pourra récupérer les liquidités. Ce sera exactement à partir du 6 mai, donc j'ai hâte. Et c'est à peu près tout ce que je vais faire dans cette vidéo, donc rien de terrible non plus, hein. Je vais pas faire 10 000 mouvements, ça sert à rien de toujours faire 10 000 mouvements sur le portefeuille. Donc je commence d'abord par la blockchain Sui. Il y a l'airdrop de Kria que j'ai complètement oublié, je m'étais mis un petit raccourci avec la date pour m'en rappeler, et ça fait déjà quasiment 10 jours que j'oublie de réclamer ce qui me reste de cet airdrop. Je sais plus exactement comment j'avais fait, mais je me souviens que pour cet airdrop, on pouvait choisir de récupérer... en fait, on pouvait moduler son allocation, si on récupérait tout d'un coup, si on en stakait une partie ou quoi que ce soit, et j'en avais staké un tout petit peu. Bon, c'est pas une fortune, mais je vais récupérer 446 tokens KDX, ça doit valoir quoi, peut-être 15 $ à peu près, actuellement. Ouais, le token, il vaut un peu plus de 3 centimes pièce, donc on est sur du 15 $. Pour l'instant, je vais passer ça en token Sui, je vais pas y toucher, on verra bien parce que bon, 15 $, j'ai la flemme de m'embêter à passer ça en stablecoin et aller rebridger encore sur un autre écosystème. Ça va rester là, si jamais je reviens sur Sui, ça pourra servir, sinon je finirai par les vendre tôt ou tard. J'ai remarqué aussi, en allant sur Aftermath, donc c'est un peu le jumper de la blockchain Sui, hein, c'est l'agrégateur principal, j'ai remarqué que j'avais un token dans mon portefeuille, et ça vaut pas grand chose, mais autant que je le donne pour récupérer ce que ça vaut. Alors là, ça me dit que, oulala, je vais perdre 87% de sa valeur, ou je ne sais quoi. En fait, il y a l'air d'y avoir aucune liquidité autour de ce token, donc autant que je récupère ce que je peux récupérer de ce token. Voilà, même si c'est 60 centimes de token Sui, bon, ça m'a pris 2 secondes, et au moins ça traînera dans mon portefeuille, mais ça a moins de chances d'aller à zéro, le token Sui. Surtout qu'en ce moment, la hype est quand même pas mal revenue sur cet écosystème. Alors maintenant, il me reste plus qu'à échanger mes tokens KDX, et quand même, ça fait plaisir, hein. Quand on n'est pas sur les blockchains EVM, pouvoir faire des transactions, échanger des tokens d'un coup sans avoir à approuver puis swapper, c'est quand même pratique, hein. C'est quand même plaisant d'aller sur des écosystèmes comme Sui, comme Aptos, comme Solana. Là, pour le coup, je vais sortir d'Aptos pour aller sur une blockchain EVM, donc je vais avoir ce problème d'approuver. C'est pas un énorme problème non plus, mais c'est vrai que dans l'expérience utilisateur, c'est quand même beaucoup plus agréable du côté de Sui, du côté d'Aptos, de pas avoir besoin de faire des approbations à chaque fois. Ça fait quand même gagner du temps. Bon, maintenant, j'en ai fini pour Sui, hein, j'avais vraiment pas grand chose à faire. J'enchaîne avec le gros de la vidéo. Je vais retirer mes liquidités d'Aptos, donc si vous avez suivi les derniers épisodes, j'ai envoyé mes USDC sur Aptos et je les ai échangés en SUSDE, donc c'est le stablecoin d'Ethena, plus précisément la version stakée qui génère du rendement, et en plus de ça, en les déposant sur échelon, je pouvais choper des intérêts en token Aptos. Voilà, un rendement qui était vraiment pas dégueu sur ce stablecoin. C'est encore pas mal, hein. On est encore autour de 10% APR, mais au début, quand je me suis positionné dessus, c'était à plus du double au niveau du rendement. Ça s'est bien tassé depuis. Alors, évidemment, il y a une sorte d'équilibre qui se trouve toujours sur la DeFi. Il n'y a jamais un rendement qui va rester super élevé sur un écosystème très longtemps. Ça finit toujours par s'équilibrer tôt ou tard. Donc, le rendement est encore sympathique, mais j'ai trouvé bien plus sympathique que ça, donc j'ai envie de retirer mes liquidités pour aller farmer le tout nouveau truc que j'ai trouvé. Donc je vais retirer mes SUSDE, je vais tout swapper, tout échanger en USDC, pareil pour les récompenses, je vais les passer aussi en USDC tant qu'à faire. D'ailleurs, j'ai quand même farmé pas mal de tokens Aptos. Au début, j'étais pas sûr de si je gardais les tokens Aptos ou quoi que ce soit, et je me dis que, comme j'ai un petit peu de tokens Aptos déjà dans mon portefeuille, je vais pas m'embêter à en accumuler plus. Je suis pas hyper satisfait par l'action de prix
on va dire, de ce token. Donc je préfère vendre les intérêts que j'ai générés et garder pour l'instant le petit bac d'Aptos que j'ai. Donc c'est un petit peu chiant, je vais devoir réclamer en 2 fois, parce que au début, quand j'ai déposé mes liquidités, je farmais des tokens Aptos stakés, et ils ont changé ça après quelques jours. Ils ont fait gagner des tokens Aptos normaux. Bon, c'est pas hyper dérangeant parce que les frais sont pas élevés du tout, voire des fois neutres. Des fois il y a pas de frais sur sur certaines transactions sur Aptos, mais bon, ça va me faire perdre un petit peu de temps, on va dire. Je vais devoir faire 2 transactions en plus, hein. Un claim en plus et un swap en plus. C'est pas la mort non plus, évidemment. Mon portefeuille n'est pas connecté sur Panora, encore une fois, hein. Panora c'est l'équivalent de Jumper ici, hein. C'est l'agrégateur principal. Si vous ne l'utilisez pas, eh ben changez votre habitude maintenant, hein, sur Aptos. Il faut utiliser les agrégateurs. Il y a rarement peu d'intérêt de ne pas utiliser un agrégateur. Donc je vais changer 7 tokens Aptos, parce que c'est à peu près ça la quantité d'Aptos que j'ai farmé. J'aime bien avoir toujours dans mon portefeuille le token qui sert à payer les frais de transaction et en garder même plus que nécessaire si besoin. Bon, 0,8 Aptos, c'est pas non plus une fortune, que ça traîne dans mon portefeuille ou que ce soit converti en USDC, ça changera pas grand chose à vrai dire. Je vais aussi échanger mes SUSDE, heureusement il y a beaucoup de liquidités sur Aptos, enfin beaucoup. C'est pas non plus comme sur Ethereum, mais c'est largement suffisant pour que je fasse mon swap sans être embêté. Je vais avoir un bon ratio sur ça. Et il me reste aussi les TH Aptos, donc les Aptos stakés par Tala, à échanger, et ouais, ça s'enchaîne plutôt vite, hein. C'est ça que j'aime bien, encore une fois, j'en parlais quand j'étais sur Sui, mais c'est agréable de pouvoir enchaîner les transactions comme ça, et en plus j'ai un ledger, donc à chaque fois je dois faire les vérifications manuelles sur la clé. Vous doutez bien que ça rallonge encore plus l'expérience, donc ouais, d'un côté c'est dommage quand même de quitter un petit peu l'écosystème Aptos. C'est vrai qu'on s'habitue bien à ce confort d'avoir moins de transactions à faire, d'enchaîner plus rapidement les étapes. Bon, je me retrouve avec 1717 USDC, c'est pas mal. J'avais combien d'USDC quand j'ai débarqué sur cette stratégie? 1653. Donc ça fait quoi, 64 USDC quasiment de gains depuis que j'ai déposé sur le protocole. Je vais aller faire le calcul, tiens, de ce rendement. Alors je dois dire que je suis pas du tout déçu du rendement que j'ai eu sur Echelon. Si mes calculs sont bons, j'ai eu 22,4% d'intérêt sur cette stratégie, du 27 février au 30 avril, si je dis pas de bêtises, il y a 62 jours. Bon, de toute façon, même si c'est 63 ou 61, si je me suis trompé d'un jour ou deux, ça va pas changer grand chose. 22% d'intérêt en moyenne sur cette stratégie. Ouais, c'est pas décevant, c'est quand même plutôt sympathique, hein. Pour 2 mois complets d'intérêt sur des stablecoins, ça fait quand même plaisir. Mais bon, là le rendement s'est bien tassé, hein. Il est descendu à 10%, donc je préfère sortir d'Aptos et passer sur une autre blockchain. Alors, je vais devoir faire un voyage de transition, je vais pas aller sur Arbitrum, mais je suis obligé de passer sur une blockchain, parce que la destination finale, je ne peux pas bridger directement là-bas depuis Aptos, malheureusement. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais juste faire un chemin en plus, un bridge en plus depuis Arbitrum, ça va être assez rapide. Donc je choisis mon portefeuille, bon, je choisis Rabi, ça s'est connecté tout de suite. Et ce qui est avantageux aussi quand on bridge d'Aptos à Arbitrum, quand on utilise le bridge de l'USDC sur Portal, c'est que c'est instantané. Regardez, je fais ma transaction sur Aptos, là sur ma ledger, je passe sur l'application Ethereum. Ah, j'ai été plus rapide. Et il y a des fois, le temps que je passe sur l'application Ethereum sur ma ledger, le site va plus vite que moi, et je peux déjà réclamer mes USDC sur Arbitrum, ou peu importe sur quelle blockchain je bridge. Bref, ça marche très bien, ça fonctionne très bien tout ça. Vous avez, comme d'habitude, hein, tous les liens des protocoles que j'utilise dans la description, même si je pense que bon, pour les agrégateurs, pour les bridges, c'est des protocoles qu'il faut absolument connaître. Donc, je pense que pour la plupart, vous connaissez déjà, mais quand même, sait-on jamais, si vous avez besoin d'avoir le lien, eh bien, vous avez la description. J'ai dit que c'était pas fini. Non, c'est pas fini, il faut que je bridge à nouveau mes USDC, et là, je vais passer d'Arbitrum à Etherlink. Alors, Etherlink, c'est une blockchain qui me parlait pas du tout. Peut-être que j'ai déjà vu le nom passer ou quoi que ce soit. Après, c'est quand même un petit peu bateau comme nom, donc je sais pas si c'est mon cerveau qui essaye de faire des rapprochements ou si je l'avais vraiment déjà vu passer. En tout cas, Etherlink, c'est une blockchain qui est sur l'écosystème de Tezos.
Tezos, c'est quand même assez vieux, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler, et je savais pas du tout qu'ils avaient une blockchain sur laquelle ils faisaient de la DeFi, et ils ont lancé une campagne d'incentive sur leur blockchain Etherlink, et on peut venir farmer des pommes. Alors le problème, de ce que j'ai compris, ces fameuses pommes, on peut les réclamer, mais il me semble qu'elles seront échangeables qu'à la fin de la campagne de farming. La campagne a commencé tout début avril ou les derniers jours du mois de mars, je sais plus trop, bon, dans cette temporalité-là, et elle dure 3 mois. Donc au plus tard, il y en a pour jusque début juillet, ça devrait aller, hein, même si je peux récupérer mes intérêts qu'à ce moment-là, je pense pas que le token Tezos que son prix va faire à moins 90%. Mon portefeuille est connecté, j'ai choisi Arbitrum, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Pourquoi ça m'affiche rien? Ok, j'ai juste cliqué 2 fois sur la flèche pour changer le bridge, et maintenant il me reconnaît mes USDC, je peux les échanger. Des fois, faut pas se casser la tête sur les protocoles, ça arrive d'avoir des erreurs toutes bêtes. Et je sais plus ce que je racontais, oui, ces fameuses pommes, du coup, elles permettent de farmer des tokens Tezos, et il me semble qu'on les récupère qu'à la fin de la campagne de farming. Je suis plutôt à l'aise avec ça, surtout quand on va voir les rendements, c'est quand même plutôt sympathique. Donc là, je bridge, mais est-ce que... J'hésite. Est-ce que j'utilise la fonctionnalité de Rabbi pour payer mes frais de transaction sur Etherlink, ou est-ce que je bridge de quoi récupérer... Ah bah non, je suis bête. Tiens d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, mais la case était déjà cochée. J'ai en échangeant mes USDC sur le bridge d'Etherlink, j'ai une fonctionnalité qui me permet de recevoir du gaz à ma destination, du token Tezos, puisque c'est ça qui sert à payer les frais sur Etherlink. Ça m'a juste coûté quelques centimes d'Ethereum et ça fait la conversion automatiquement. J'aurais pu utiliser aussi quelque chose comme GasZip. Je pense que c'est aussi un protocole qui est assez connu, mais si vous ne le connaissez pas, eh ben c'est super pratique comme outil. Ça vous permet d'envoyer de quoi payer les frais de transaction d'une blockchain à une autre. Alors on peut pas partir de n'importe quelle blockchain, mais on a quand même beaucoup de choix. Typiquement, si on a de l'ETH sur Base, eh ben on peut envoyer 2$, 3$ d'ETH sur Base et recevoir de quoi payer les frais sur Etherlink, même sur Ethereum ou sur n'importe quel écosystème, même des testnets. Voilà, ça utilise Layer 0, c'est vraiment un outil super pratique. Mais pour ma part, je vais pas m'en servir. Je pourrais envoyer 2$ sur Etherlink, histoire de, mais les transactions sont vraiment pas chères. Et on a une fonctionnalité sur Rabbi aussi dont je parle assez souvent, c'est le Gas Account. Il est tout en haut, on le voit pas, c'est coupé sur mon écran. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Il me reste à peu près 5$ sur mon Gas Account. En gros, on peut déposer des stablecoins sur ce fameux compte de frais de transaction, on dirait en français, et ça permet de payer les frais sur n'importe quelle blockchain qui est supportée par Rabbi. Et Etherlink est supporté par Rabbi. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire sur cet écosystème? Eh bien, c'est très simple, je vais aller sur Superland. Superland, c'est un fork d'AAV. On dirait pas trop à l'interface parce qu'ils l'ont retravaillé un petit peu, mais croyez-moi, c'est un fork d'AAV, c'est le même code, enfin, le même code qui ne va pas être mis à jour. Donc si la team d'AAV trouve une faille dans leur protocole et qu'ils la corrige, eh ben ce sera pas corrigé sur Etherlink. C'est ça le problème, sur Etherlink, sur Superland, c'est ça le problème des forks sur la DeFi. Certes, c'est cool, l'aspect open source et compagnie, mais quand on vient utiliser une copie d'un protocole, cette copie, elle va pas être mise à jour, ou en tout cas pas aussi souvent que l'original. Donc c'est toujours mieux d'aller sur AAV directement, mais AAV n'est pas sur Etherlink, et là on a une belle campagne d'incentive. On peut choper du 15% sur du Bitcoin, 13% sur de l'USDC, 16% sur l'USDT, mais même si c'est sympa, c'est pas non plus des rendements qui sont hyper éloignés de ce que j'avais sur Aptos. Qu'est-ce qui m'a fait venir sur ce protocole? Eh ben, c'est les intérêts qu'on a sur le MT-Bill et le M-Basis. On est sur du 40% d'intérêt annualisé. À voir si c'est APY ou APR, ça fait quand même une différence entre les deux, mais allez, admettons que ce soit 44% APY, ça donnerait 35% APR, ce qui est déjà vraiment correct comme rendement sur... C'est même plus correct à ce niveau-là, hein. C'est vraiment bon comme rendement sur des stablecoins. Maintenant, c'est quoi ces tokens? C'est des stablecoins? Eh ben, pas vraiment. Le M-Basis et le MT-Bill, c'est pas vraiment des stablecoins, mais c'est backé par des choses stables. Le M-Basis, c'est, d'après la description, censé être un token qui génère du yield grâce à de l'arbitrage de funding rate.
En réalité, quand on regarde le collatéral, hein, tout est transparent, c'est pas opaque ou quoi que ce soit. J'aime bien ce côté-là du protocole Midas, hein, c'est eux qui émettent le MBasis et le MTBIL. Eh bien, en réalité, il n'y a pas d'arbitrage de funding rate derrière ce token. Ils ont déposé le gros de leur liquidité sur Sky, sur l'USDS pour générer du rendement. Ça me va comme risque, c'est un protocole que j'utilise en plus sur le portefeuille de l'épargne, donc je suis pas dérangé d'avoir ça en collatéral. En fait, quand on s'expose au MBasis, c'est comme si on était exposé au stablecoin de Sky et un petit peu à l'USDC, parce que dans le collatéral aussi, il y a des USDC qui sont sur un portefeuille qui végètent, qui sont là pour avoir des liquidités instantanées pour ceux qui voudraient sortir, hein, échanger leur MBasis contre des USDC. Le MTBIL, lui, pour le coup, c'est un token qui est backé par des bons du trésor américain, donc pareil, hein, c'est très classique. On peut voir le collatéral, c'est du collatéral liquide, hein, pas comme un certain USDZ par exemple, donc j'ai vraiment pas peur de m'exposer à ces deux tokens. Ce qui m'a fait peur au début sur cette stratégie, c'est que pour moi, s'il y avait des rendements aussi élevés sur ces tokens, c'est qu'il y aurait un problème d'accès. Soit ça va être impossible à bridger, soit ça va être difficile à acquérir. Et en réalité, non, c'est plutôt simple. On peut en swapper sur le DEX local. Iguana DEX, on voit tout de suite que c'est une copie de PancakeSwap, ce qui est pas un problème, hein, moi je m'en fous. Tant que je peux échanger mes tokens sans problème. Et ce qui me faisait peur, c'est d'avoir un mauvais ratio sur cet exchange. Et ça a l'air d'aller. Là, si j'échange tous mes USDC contre des MBasis, je les achète à 1,108$ à peu près. C'est normal, c'est un token qui prend de la valeur avec le temps, comme le SUSDE d'Ethena qu'on a vu au tout début sur Aptos. Ce stablecoin, sa valeur, elle augmente aussi avec le temps. Et si je me rends sur le site de Midas, que je vais sur le MBasis, le prix est un tout petit peu en dessous du ratio que j'ai sur Iguanadex, sur Etherlink, mais c'est très proche du ratio auquel je vais acquérir ces tokens. Donc je perds pas grand chose en fait dans l'équation. Je préfère en fait m'exposer à ce MBasis, aller choper 40% d'intérêt au lieu de rester sur l'USDC et choper seulement 13% d'intérêt. Bon, le souci, encore une fois, je l'ai dit, hein, mais autant le rappeler, c'est que les intérêts, ils sont pas, je peux pas les récupérer tout de suite. Alors les pommes, on peut les récupérer un petit peu quand on veut, c'est distribué sous forme d'un token qu'on peut pas échanger, il me semble, ou en tout cas pas encore. Mais je pourrais pas dumper ces pommes ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu dommage, c'est le côté un petit peu embêtant de cette stratégie, mais écoutez, c'est toujours comme ça. Quand on a un rendement plus élevé, soit on va avoir un risque plus élevé, soit on va avoir une autre contrepartie, un rendement bloqué, des tokens à bloquer, ce genre de choses. Bon là c'est une partie du rendement qui est plus ou moins bloqué, ou plutôt avec un paiement différé, on va dire. Donc là, de retour sur l'écosystème EVM, voilà, je dois approuver puis échanger mes USDC. En vrai, j'en fais des caisses. C'est pas si long non plus, c'est pas un enfer de faire des transactions sur l'écosystème EVM, mais c'est vrai que ça ralentit quand même un petit peu, je trouve. Bon, là j'ai échangé mes tokens en MBasis, en bon anglais, et je vais bêtement les déposer sur Superland. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire comme transaction pour mettre en place ma stratégie. Alors je choisis bien Rabi parce que des fois ça bug sur certains sites quand on choisit MetaMask. Ah, je dois faire une petite signature pour prouver que c'est bien mon portefeuille. Oui, jusqu'ici, jusqu'à présent, ça a l'air d'être le mien. Hop, la signature est validée. Ah, on peut avoir des estimations du yield qu'on va générer, et on peut même faire des estimations avec des emprunts et compagnie. Il est sympathique ce petit outil. Bon, il me sert un peu à rien parce que de toute façon le rendement va fluctuer. Et aussi accessoirement, je vais pas faire d'emprunt. On peut emprunter par-dessus les tokens MBasis et les MTBIL, mais le souci, c'est que il y a des capacités d'emprunt, il y a des emprunts maximum sur le protocole sur Superland, et tout est tapé déjà au maximum. On peut pas emprunter plus. Donc ouais, ça aurait été optimal de déposer mes tokens en collatéral, d'emprunter des USDC et de faire la boucle en fait, de les convertir en MBasis, parce qu'en plus d'être backé par du stablecoin, le MBasis, il génère nativement des intérêts. Bon, il génère pas non plus un rendement de fou furieux, Sky, on est sur du 4% d'intérêt, mais c'est toujours ça de prix en plus. Voilà, en plus des 44%, c'est pas pris en compte dans le 44%. D'ailleurs, ça m'affiche APR quand je survole le truc. Je cracherai pas dessus si c'est un APR et pas un APY, parce que c'est toujours mieux de regarder un APR qu'un APY. L'APY, petit rappel, ça prend en compte le fait de réinvestir les intérêts, et c'est pas du tout pertinent sur le DeFi, là où les intérêts
sont très volatiles et surtout on reste très rarement une année entière sur une stratégie. Donc là, la beauté des intérêts composés, ça se ressent pas sur les 2 premiers mois, ça se ressent surtout sur les 2 derniers mois d'une année. Donc faites attention avec les APY. Là quand je survole, ça me parle d'APR. Pour ceux qui auraient envie d'explorer un petit peu l'écosystème d'Etherlink, je vous mettrai le lien d'Apple Farm dans la description. C'est le site qui permet de voir un petit peu les opportunités qu'il y a à farmer sur Apple Farm. Il y a moyen aussi de faire du parrainage. Je serais con de pas mettre mon code d'affiliation dans la description, mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous auto-affilier. Comme ça, vous avez un double bonus. Vous avez en fait, si vous farmez avec 2 portefeuilles, vous avez un bonus sur vos 2 portefeuilles. Celui qui va parrainer et celui qui va être le parrain, tout simplement. Après, bon, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Je suis plutôt content. J'arrive à enchaîner plutôt vite et à décrire quand même ce que je fais. Donc là, la dernière transaction qu'il me reste à faire pour cette vidéo, c'est de retirer mes LBTC du Vault de Lombard. Je vais juste enclencher la transaction. Ensuite, ça va être envoyé directement mon portefeuille sous 3 jours. Je crois que c'est un délai maximum, que ça pourrait arriver un petit peu avant, mais je peux attendre plus longtemps que 3 jours encore, puisque j'ai besoin de mes LBTC, ou en tout cas je m'en servirai que à partir du 6 mai, quand il y aura eu le déblocage sur Berachain. Voilà, j'ai mon autre partie de LBTC qui est bloquée sur le vol de Berachain jusqu'au 6 mai. J'attends cette date avec impatience. Et d'ailleurs, tant que je parle un petit peu de Berachain, là j'ai fait mes petites transactions pour Lombard, c'était vraiment rapide. Si vous avez suivi le dernier épisode, ou l'avant-dernier, je crois que c'était dans le dernier épisode, j'ai ouvert un short sur Berachain. Voilà, j'ai osé, je l'ai fait, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai des convictions négatives, on va dire, autour de Berachain, et j'ai ouvert une position, j'ai encore des ordres limites qui peuvent passer. Voilà, si jamais le prix du token Bera remonte à 5,2 ou à 6 $, je vais avoir des ordres qui vont passer. Si jamais le prix du token Bera remonte à 5,20 $, voire à 6 $, je vais augmenter ma position. J'ai toujours des liquidités de disponibles en fait qui sont prêtes à être injectées sur Bera. On verra bien. En fait, le 6 mai, il va y avoir du coup la fin entre guillemets de l'airdrop de Berachain. Ceux qui ont déposé des liquidités sur les Vault et compagnie, ils l'ont pas fait juste pour le plaisir, hein, ils l'ont fait parce que ils savaient qu'ils allaient récupérer des tokens Bera. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer. Techniquement, vu qu'il y a beaucoup de farmers qui ont déposé beaucoup de liquidités, qu'il y a de grandes chances que ça amène une pression vendeuse sur le token Bera. Mais des fois, quand il y a une grosse pression vendeuse qui est attendue, il se passe l'inverse sur le marché. Donc c'est pour ça que je garde mes ordres à 5 $, à 6 $, je vais pas y toucher, et j'augmente pas plus ma position pour le moment sur Bera. J'ai pas une énorme position, hein. Je suis à 300 $ en short sur Bera, et je m'étais servi de l'argent que j'avais récupéré sur un airdrop pour mettre ce short. Donc dans le pire des scénarios, si je me fais liquider ou quoi que ce soit, c'est de l'argent que j'ai récupéré sur un airdrop. C'est toujours embêtant de perdre de l'argent d'un airdrop, mais je préfère ça plutôt que ce soit de l'argent que j'ai investi initialement. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Il faut que je fasse attention aussi au funding sur Bera. Il y a plus de ventes que d'achats sur Bera sur Hyperliquid, donc j'ai des frais négatifs, voilà, du funding dans le rouge. Actuellement c'est pas hyper élevé, on a connu pire, mais il faut que je surveille ça quand même, parce que si ma position, si le token Bera se stabilise, mais que je continue à imprimer des frais dans le négatif, c'est peut-être pas terrible de garder ma position sur Berachain. Je pourrais peut-être envisager de la migrer sur un autre protocole éventuellement, où il y a des fundings plus avantageux. Typiquement, je dis ça, je dis rien, Vest Exchange, dont j'ai parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo, hein. J'en profite, comme ça, si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous pouvez aller voir l'autre vidéo que j'ai faite sur Vest Exchange. Bon, juste avant de vous quitter, il me reste une dernière chose à faire. J'ai fait des carabistouilles sur mon portefeuille, il faut que je note tout ça maintenant sur mon tableur. Donc, la magie du montage, je vais claquer des doigts et le tableur sera mis à jour. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, et voilà, c'est mis à jour sur le tableur. Alors il n'y a pas grand chose qui a bougé, hein. J'ai juste retiré une position sur Aptos et j'ai rajouté celle sur Etherlink, et j'ai bien mis à jour aussi mon suivi de portefeuille. Donc on est toujours dans le rouge, hein, depuis ce début d'année. J'avais commencé l'année avec à peu près 15 000 $ sur le portefeuille, c'est très stable. Après d'un côté j'ai du Bitcoin et de l'USDC majoritairement sur ce portefeuille, j'avais aussi à peu près 15% d'Ether en début d'année, là c'est tombé à 10%.
36%, parce que je pense que je vous apprends rien, mais Ether ne s'est pas super bien porté depuis ce début d'année, et j'ai encore un petit peu d'Aptos, hein. Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, j'ai toujours mon bac d'Aptos, j'y touche pas, il me farme des points sur le protocole Echo. On verra bien, sur un malentendu ça peut donner quelque chose, et pour l'instant mon bag du SDC grossit, hein. Je suis déjà à 36% du SDC, je sais pas encore si je me diversifie, si je rachète du Bitcoin, de l'Ether, je sais pas trop. Pour l'instant je continue de farmer avec mes stablecoins, on verra, mais c'est vrai que je vais peut-être réfléchir à baisser un petit peu mon exposition aux stablecoins, et on verra d'ici là ce que j'en ferai. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.